Amos Gitaï, merci de nous rejoindre sur Euronews. Alors que le conflit israélo-palestinien vient de connaître l'un de ses épisodes les plus meurtriers à Gaza, votre film Anna Arabia esquisse la possibilité d'une coexistence pacifique entre juifs et arabes en Terre Sainte. Les cinéastes, les écrivains, sont-ils aujourd'hui les derniers remparts au nationalisme et à l'extrémisme? Moi, je crois qu'effectivement, en face des bombardements physiques, mais aussi des bombardements d'images, la littérature, l'art plastique, le cinéma, il faut qu'ils construisent des ponts. Il faut qu'ils construisent une forme de dialogue. Il faut refuser les perspectives morbides de cette région. Et moi, j'ai essayé par Anna Arabia, par le film, de montrer une sorte de petit microcosme dans lequel les gens, les juifs, arabes, femmes, hommes, arrivent d'exister à côté et de créer une sorte de petite communauté, de petits tissus, de petite humanité. Et je crois qu'il y a une nécessité de parler de cette perspective. Alors votre film est aussi une prouesse technique, c'est-à-dire un seul plan séquence tourné à la Steadicam, et cela semble être une belle métaphore cinématographique d'un lien qu'il ne faut pas couper entre juifs et arabes. C'était votre objectif ? Tout à fait. Comme je suis dit, comme citoyen, pas comme cinéaste, que je ne souhaite pas qu'il y ait une rupture, malgré tout, qu'il n'y a pas de rupture entre les juifs et arabes. Si je traduis cette phrase en mon propre langage des cinéastes, c'est-à-dire le syntaxe du cinéma, alors je n'ai pas envie de couper, alors je ne coupe pas. Alors il y a un seul plan, 81 minutes, qui est effectivement dans cette série de personnages avec leurs souvenirs, avec les rapports, on arrive d'expliquer ou de montrer ou de créer les relations entre toutes ces figures et on ne coupe pas. On a envie que cette humanité entière, composite, de gens différents, va rester intacte. Alors, votre film est sorti en Israël il y a quelques mois. Comment a-t-il été reçu ? Moi, je crois que c'est beaucoup plus simple de faire des matraquages d'images de guerre que de parler de la paix. C'est pas un sujet très populaire. Même le mot peace, shalom, salam, la paix est devenu un peu... les gens n'osent pas d'exprimer ce mot et moi je trouve qu'il faut. Il faut parler de vision après le conflit. Alors, c'est pas toujours facile de parler de cette vision, de cette... modération des relations entre les gens, mais il y avait, comme toujours, il y avait en Israël des gens qui appréciaient le film, et il y avait des autres qui ont dit non, il ne faut pas qu'il y ait un mélange entre les juifs et arabes, et c'est toujours le cas, je crois, dans cette société elle n'est pas un sens unique, il y avait toujours plusieurs options, beaucoup de conflits entre des opinions variées. Moi, je suis pour la paix, moi, je suis pour... essayer de chercher une modus vivendi de coexistence. Il faut dire à haute voix, il ne faut pas être timide avec cette idée. Alors je reprends vos termes lorsque vous avez présenté pour la première fois votre film à la Mostra de Venise l'année dernière. Mon film est une bombe de paix. Aujourd'hui, avec une trêve on ne peut plus fragile à Gaza, cette phrase résonne-t-elle encore plus fort ? Je crois. Vous savez, comme le distributeur en France, il a choisi le mois de août. Tous les producteurs de films l'ont dit. Pourquoi août? C'est effectivement la période que tout le Français part en vacances. Et lui, il a insisté. Je dois rendre ça comme hommage. Mais il ne savait pas qu'effectivement le film tombe comme un contre-courant complète de cette mois de violence de cet été. Et je crois qu'effectivement de placer le film dans cette époque, c'est le seul message possible pour moi, de parler de la paix, de parler de coexistence, de ne pas rentrer dans les jeux, qu'est-ce qui est le plus fort, quelle bombe est la plus violente, mais essayer de créer effectivement une relation, un pont. Alors aujourd'hui, on assiste à une guerre justement dont vous parlez, des images par médias interposés, mais aussi à travers les réseaux sociaux où tout se mélange finalement. Et est-ce que cette multiplication des images, dont les sources ne sont pas toujours fiables, amplifie encore la violence et le ressentiment ? Tout à fait. Moi, je vois souvent chez vous à Euronews no comment, parce que je trouve qu'il y a des fois des plans séquences chez vous magnifiques qui arrivent d'expliquer effectivement par les mouvements de caméra
et d'éviter cette sorte de matraquage, de cette sorte de journal de 20 heures de la planète, si c'est israélien, palestinien, français, anglais, etc., mais toujours des images très courtes qui nous donnent une illusion qu'on comprend quelque chose, mais ce n'est pas effectivement vrai. Et je crois que nous, les gens du Moyen-Orient, on a réussi avec cette... on utilise des fois des images comme un instrument de guerre. Et on a réussi avec cette démarche d'intoxiquer l'ensemble des images de cette région. Alors je trouve que la seule façon qu'on peut faire, c'est effectivement changer le rythme de perception, de regarder des images plus complexes, plus contradictoires. La réalité, elle est contradictoire, elle n'est pas sens unique. Les gens, ils sont ni angéliques, ni terribles, ils sont le mélange des deux. Et je crois que seulement cette compréhension va arriver à la paix, c'est-à-dire la paix, comme je dis tout à l'heure, il n'est pas parfait. Mais il est mieux qu'une guerre qui est parfaite. Et il faut essayer de trouver une modus vivendi vivable. Et je crois qu'il y a d'urgence. On est très en retard. L'assassinat d'Yitzhak Rabin a-t-il été la véritable rupture dans le processus de paix? Et à l'instar de Jean Jaurès, il y a 100 ans, à la veille de la Première Guerre mondiale, ce sont ceux qui veulent la paix, finalement, qui se font assassiner? Moi, je trouve Rabin, il avait le courage et l'honnêteté de dire la vérité à ce peuple. De dire qu'il faut faire la paix, il faut diviser la terre pour sauver les vies humaines. Et je crois que la tragédie de la perte de Rabin, l'année prochaine, on va marquer 20 ans de cette tragédie, de cet assassinat. Je crois que depuis le Moyen-Orient, il n'a pas un sens d'un homme politique qui est déterminé, qui arrive d'avancer. Des fois, je pense à une copine de ma mère qui dit souvent, qu'elle m'a dit, qu'elle était une femme très courageuse, était parachutiste sur l'Europe occupée. Alors elle a dit, il y a beaucoup d'héroïsme, mais il n'y a pas assez de courage. Et je crois qu'il manque de courage. Il manque de courage de percer, de comprendre qu'il y a les deux côtés, ils sont à un certain point. Il faut arrêter de régler le problème par la guerre, par la mort, par le gaspillage de toutes les ressources de cette région assez fascinante. Il faut faire autre chose. Je crois que votre citation de Jean Jaurès, il a raison, c'est-à-dire qu'il y a l'assassinat de Rabin, c'est un point historique important. Amos Gitaï, je vous remercie. Je rappelle que votre film Anna Arabia, primé l'an dernier à Venise, sort en ce moment sur les écrans et permet de comprendre un peu mieux les liens qui unissent juifs et arabes. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Shalom.